Messieurs, dames, mes chers collègues, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent sur notre page Facebook Ville de Vambrochy. Nous sommes réunis aujourd'hui, 1er juillet 2025, en plein été, sous une forte chaleur. Et avant de débuter ce conseil municipal, j'aimerais rappeler les règles importantes d'hydratation. Ça, c'est la première chose. Et surtout de vigilance si vous avez des voisins qui vous paraissent en difficulté ou seul, n'hésitez pas à contacter notre CCAS qui pourra faire le relais et puis éventuellement, pas éventuellement, mais en tout cas s'occuper des personnes fragiles. Là, et bien là, le sens de notre service public. Voilà, donc avant de procéder à ce conseil municipal qui ne devrait pas durer trop longtemps, même si nous avons quelques rangs parsemés, nous avons le quorum. Voilà notre Benjamin, monsieur Lenarzi, qui arrive tout juste à temps et qui pourra procéder à l'appel d'ici quelques secondes. Donc des rangs clairsemés, donc des personnes qui sont en vacances, je leur souhaite de bonnes vacances. Et puis une personne qui est souffrante, je lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis une personne qui fête aujourd'hui ses 80 ans, vous l'aurez vite identifié, puisque nous ne sommes pas si nombreux. Il n'y a que 2 octogénaires du coup depuis aujourd'hui dans ce conseil municipal. J'adresse naturellement tous mes bons voeux à Alain Stanikevitch. Voilà mes chers collègues, je vais laisser à présent la parole à monsieur Lenarzik pour qu'il puisse faire l'appel. Merci beaucoup monsieur le maire, bonjour à tous. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Monsieur Michel Sass. Madame Christelle Galland. Pouvoir. Monsieur Jean-Philippe Prouveau. Madame Aurélie Droulers. Monsieur Cédric Lecourt. Monsieur Laurent Witterbeck. Madame Evelyne Neutebar. Madame Gwendoline Spotbin. Monsieur Alain Stanikevitch. Madame Gisèle Elbout. Madame Danielle Chuffard-Lepé. Monsieur Jean-Michel Barbary. Pouvoir. Monsieur Michel Mesmac. Madame Véronique Orman. Madame Isabelle Tiberghien. Monsieur Louis Lutin. Monsieur Bruno Six. Madame Véronique Derosier. Madame Stéphanie Delot. Monsieur Romain Tanis. Monsieur Stéphane Lahaye. Madame Paty Roqueta. Monsieur Marc Pureur. Présent. Moi-même. Monsieur René Debergue. Madame Dorothée Germain. Monsieur Georges Spadavecchia. Monsieur Olivier Muté. Monsieur Tony Dossi. Madame Chantal Defrance. Madame Michel Vanout. Présente. Monsieur Jean Snowart. Merci. Merci monsieur Lenarzik. Pendant que madame Vokortenbosch ramasse les pouvoirs, je salue les personnes dans le public et tiens à leur signaler que vous avez de l'eau à votre disposition sur le manche debout. Et mes chers collègues, si vous manquiez d'eau, n'hésitez pas à nous le signaler. Nous vous en ferons parvenir au plus vite. Vous avez tous et toutes reçu le procès-verbal du conseil municipal du 20 mai 2025. Y a-t-il des remarques ou des observations concernant ce compte-rendu? Je ne vois aucune main se lever. Je le considère donc comme adopté. Le premier, donc les informations seront diffusées en fin de conseil. Elles sont relatives aux décisions que j'ai pu prendre depuis le dernier conseil municipal. La première délibération est sous la voix de M. Sass et concerne l'état du personnel 2025 modificatif.
Voilà, une délibération que nous avons l'habitude de prendre quasiment à chaque conseil, puisque une ville, ça vit, et puis bien entendu, il y a des changements, des modifications, des mouvements. Et donc, on a été amené à créer quelques postes, 2 postes d'adjoint technique, afin de permettre le remplacement d'un agent qui n'est plus apte donc à faire sa tâche au niveau du cimetière et d'un départ en retraite au niveau de la crèche. Un adjoint technique de 2e classe à temps non complet de 29 heures en vue d'un avancement de grade. Ensuite, un adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet de 32h30, là aussi pour un avancement de grade. Un agent de maîtrise en vue d'une promotion interne. Un technicien principal de 1re classe, là aussi avancement de grade. Un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM, autrement dit, 1re classe, en vue d'un avancement de grade. Donc vous voyez que la plupart donc, de ces postes créés sont des avancements de grade. Nous aurons bien entendu lors du prochain conseil municipal la suppression donc, des postes qui ne sont plus nécessaires. Un poste a été modifié, c'est un enseignement artistique principal de 2e classe qui passe de 7h à 16h30 afin d'assurer l'enseignement de la clarinette et de la formation musicale. Donc on vous précise aussi que comme ce sont des emplois spécifiques, qu'il faut certaines compétences et des compétences certaines pour éduquer la musique, il est possible de recruter des cadres B si les recrutements normaux s'avéraient infructueux. Alors vous pouvez constater sur l'état du personnel qui est joint que malgré toutes ces créations, si vous voulez, au niveau, bien sûr, les effectifs totaux en ETP créés, avec ça, ils passent à 134,08, mais les effectifs pourvus, c'est-à-dire les effectifs qui sont en place, ne bougent quasiment pas, puisqu'ils sont à 117,77. Merci, Monsieur Sass. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Qui est contre? Madame Germain. Il y a un point sur l'école de musique, donc vous vous doutez bien que je vais poser une question. En fait, si je comprends bien, la possibilité de recruter en CDD de 3 ans, vous l'élargissez à tous les postes de l'école de musique, sachant que là, vous allez publier il y a des postes de contractuels. Vous renouvelez quand même la publication des postes là en juillet-août pour la rentrée? Et donc, tous ces postes-là qui vont être publiés en juillet-août passeront sous ce régime des 3 ans CDD et ouverture au poste B. Si on ne trouve pas. Si vous ne trouvez pas. Ouais, en fait, si on ne trouve pas, ça veut dire que c'est rare. Si c'est rare, ça veut dire qu'on va te proposer quelque chose pour assurer une pérennité d'emploi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est rare, mais ça veut dire que l'attractivité, elle est peut-être dans une autre ville. Ou ça, oui. Ok, ça marche, merci. Donc je mets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, Monsieur Sass, c'est également pour vous. C'est une délibération financière qui correspond à une décision modificative de notre budget principal. Voilà, donc c'est la première décision modificative donc, de ce budget 2025. Il n'est bien entendu pas question du tout de créer des nouvelles lignes. Ce sont essentiellement donc des modifications techniques et puis surtout suite donc à la connaissance bien précise maintenant de nos différentes dotations. Vous pouvez remarquer que les dotations en général augmentent de 135 000 €, donc 30 000 pour la fiscalité locale, 731, 58 000 pour donc les dotations. La DGF augmente de 23 000 et la DSU augmente de 21 000. Ensuite, au 76, là, on n'avait pas la connaissance donc des intérêts. C'est les intérêts donc d'épargne à long terme sur nos comptes à terme. Vous savez qu'on a 2 comptes à terme placés à la trésorerie. Et donc là, c'est le montant donc des intérêts, 46 480 €. La modification au chapitre 002 provient donc du changement
de l'affectation des résultats, puisque la préfecture et la trésorerie nous ont demandé de modifier certaines écritures, et le résultat de ces modifications donc entraîne une augmentation donc du chapitre 02, c'est-à-dire les résultats antérieurs reportés. Au niveau des dépenses, on a augmenté donc le chapitre 011 de 24 500 €, dont 12 500 pour les travaux du Château Rouge et 12 000 pour la location des cendriers urbains. Ces 12 000 €, on les retrouve en annulation dans le chapitre 21 donc, des dépenses d'investissement. Donc ce n'est pas une dépense supplémentaire, c'est seulement un changement de section. Annulation sur des titres d'année antérieure, 1 670 €. Et le transfert à la section d'investissement, bien entendu, va changer puisque les recettes sont supérieures aux dépenses prévues, donc de 109 693 €. Elle va passer à 67 693 €. De modification au chapitre 65, 42 000 €. Ce sont les contrats d'association avec l'OGEC. C'est pour les compensations donc des restaurations pour 20 000 € et le contrat d'association pour 72 000 €. On a donc aligné le budget 2025 aux dépenses réelles 2024. Au niveau de la section d'investissement, donc là, à part le changement à la section 21, vu le transfert de la section de fonctionnement qui diminue, elle passe de 109 000 à 67 000, et le besoin donc en emprunt baisse, puisque nous avons eu des recettes supplémentaires. Donc l'emprunt en euros qui était nécessaire pour 99 989 € passe à un besoin de 57 989 €. En baisse, bien entendu. Le 001 provient donc les 819 €, provient là aussi des modifications qui nous avaient été demandées par la trésorerie au niveau donc des résultats de l'exercice 2024, donc les transferts et les résultats antérieurs. Au niveau des dépenses d'investissement, un simple changement de chapitre pour les 88 750 €. 88 000, c'est la participation des frais CSU de la Madeleine. Nous l'avions imputé donc au chapitre 204 et il faut l'imputer au chapitre 20. Le chapitre 21, 8 885 € en plus, reprend différentes modifications. Les travaux du Château Rouge pour moins 10 300 €, puisqu'on les prend sur le chapitre 11, 2400, donc ça fait nos 12 500 qu'on avait donc en plus au chapitre 11 du fonctionnement. Des travaux d'alimentation de la cuisine électrique centrale, là c'est un plus de 12 485 €. Et l'achat des radars fixes et mobiles pour 21 700 €. Ce qui nous fait donc une modification de la section d'investissement de 8 885 €. Ce qui est somme toute ridicule par rapport au montant global de cette fonction au départ. Merci M. Sass. Y a-t-il des questions sur cette délibération de décision modificative? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante concerne... Oui, Madame Germain. Un petit aparté par rapport à la délibération qu'on vient de voter juste avant. L'école de musique, vous voulez dire? Oui, sur emploi territorial, c'est déjà affiché en B depuis 19 jours. Donc je trouve ça dommageable qu'on vote ça maintenant alors que c'est déjà affiché en B à la publication des offres. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Non, c'est pas le contrat B qui est... C'est surtout le fait que ce soit un contrat de 3 ans qu'on a... Oui, ben là c'est marqué que c'est B. Oui, mais ça c'était avant, Mme Germain. Moi je fais peut-être une erreur, mais en tout cas je suis surprise. C'était ça avant déjà. Là c'est surtout sur le fait qu'on va les recruter pour 3 ans, si on ne trouve pas. C'est ça l'objet de la délibération. D'accord. Ce sont les 3 années, pas la catégorie. Aurélien. Ok. Merci. Mes excuses alors. Pas de souci. Madame Droulers, vous allez nous présenter cette délibération pour une question d'uniformisation de notre politique d'accueil des enfants dans nos structures. Oui, tout à fait. On modifie un petit peu le règlement. On ne modifie pas les tarifs
notamment des accueils collectifs de mineurs dont j'ai la charge. Donc voilà. En tout cas, voilà, pour nous mettre en cohérence avec la politique scolaire, en tout cas, et d'admission des tout-petits en école maternelle, nous faisons la même règle au niveau des accueils collectifs de mineurs et des accueils des mercredis, donc l'extrascolaire et le périscolaire. C'est-à-dire que précédemment, il était écrit que nous accueillons les enfants scolarisés en maternelle. Aujourd'hui, nous ajoutons qu'ils doivent être propres et sans couche et nés au plus tard le 30 avril de l'année N-2, comme les admissions qui se font au sein des écoles vambrocitaines, en tout cas les écoles publiques. C'est une uniformisation et c'est une décision qui est prise aussi en prenant connaissance et appui aussi au niveau des professionnels de la petite enfance qui recommandent une entrée à l'école pas plus tôt pour leur bien-être et leur épanouissement. Et aussi parce que c'est vrai que nos services périscolaires et extrascolaires ne sont pas équipés de tables de change, par exemple, et les animateurs ne sont pas non plus formés pour cela. Donc voilà. Voilà pour les 2 premiers points. Nous ajoutons aussi une information parce que les semaines d'accueil collectif de mineurs, le jeudi, il est préconisé un pique-nique pour permettre les sorties. Parfois, ça peut priver de sortie un petit peu au niveau des centres de loisirs, puisque les directeurs n'ont plus de disponibilité sur cette journée-là. Donc, on explique qu'éventuellement, ce jour pourrait être modifié. Et ensuite, suite à une demande des parents que j'ai eue lors des réunions trimestrielles au niveau de tous les services périscolaires et extrascolaires, je vois les représentants des parents d'élèves 3 fois par an. Ils m'ont demandé s'il était possible de modifier le délai d'inscription pour les réservations de garderies. Et nous accédons à leur demande au niveau des garderies périscolaires, vu que là, nous avons des animateurs annualisés, donc des équipes stables et qui peuvent donc accueillir les enfants. En revanche, au niveau des accueils collectifs de mineurs, là, on est sur des contrats d'engagement éducatif avec des animateurs BAFA ou en tout cas stagiaires. Et je pense que pour eux, le délai de prévenance de 48 heures n'est pas de trop. Voilà. Merci Mme Droller. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Deberry. Ouais, je voudrais simplement attirer l'attention que lorsqu'il y a une invitation à la présentation des appels d'offres, ça serait sympa de tenir compte de la disponibilité des gens pour les invitations. À 17h, c'est pas évident, et voilà, je le dis pour les prochaines fois, dans la mesure du possible. Donc là, ça sera, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe avec mon... Ah. Se faire remplacer dans certains métiers, c'est pas facile. J'entends. Attendez, je vais vous répondre. Je remets... Alors, effectivement, donc là, aujourd'hui, vous parlez du marché restauration donc, qui est en cours. J'allais justement en parler. Entre autres, hein, je veux dire, hormis ce marché-là, déjà, Monsieur Deberg, je tiens à préciser que ce n'est pas une commission d'appel d'offres pour le marché restauration, c'est un marché à procédure adaptée. Il n'y a pas lieu de tenir une commission d'appel d'offres. Je le fais en toute transparence avec tout le monde, de manière à ce que nous puissions prendre une décision commune. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense que vous parlez de ce marché, de ce présent marché. Du 25 en question. Là. Voilà. Donc, mais encore une fois, c'est une procédure adaptée. Il n'y a pas de commission d'appel d'offres. Je le fais pour que ce soit transparent. Donc ça, c'est le premier point. Je n'étais pas obligé de vous inviter. J'étais obligé... Vous voyez donc, non, mais ça aurait été intéressant d'assister aux discussions. Donc, sachez que ce marché est aujourd'hui toujours en cours de négociation et pour prendre la décision, vous serez réinvité, M. Deberry. Et on essaiera de tenir compte des horaires. Mais sachez une chose, c'est que dans cette commission, on ne va pas l'appeler commission, mais dans cette réunion, il n'y a pas forcément que des élus. Il y a aussi des personnes, je pense à Mme Cartier, qui analyse, etc. Donc voilà, il faut tenir compte de tout le panel, vous savez. Mais j'étais pas le seul concerné par les horaires, que je sache. Hein. Donc, vous étiez 2 absents, mais bon, c'est pas en soi, il n'y a pas de... Mais je tiens compte de votre remarque, qui est juste et pertinente. Merci. J'ai vu le micro de Mme de France s'allumer. Une petite chose. Vous avez évoqué le délai de prévenance de 48 heures pour les inscriptions en garderie. Moi, je voulais simplement savoir si, en cas de difficulté tout à fait imprévisible de la part de la famille, il était possible de ne pas respecter ce délai. Oui, il y a toujours les accueils d'urgence pour tous les types d'accueils que nous proposons. Oui.
À condition que ce ne soit pas chaque Oui. semaine. Bah, c'est de l'urgence, hein, voilà. Non, non, mais vous savez, il y a des urgences. On dit, bah, là, j'ai cette urgence-là. La semaine d'après, j'en ai une autre. La semaine d'après, j'en ai encore une autre. Donc voilà, c'est effectivement un caractère d'urgence et une situation, un cas ponctuel. exceptionnel et ponctuel. Bon, vous le lisez dans la délibération, c'est pas repris là, hein, mais donc ça veut dire que les délais de garderie périscolaire, délais d'inscription sont portés maintenant à 24 heures et 48 heures pour les accueils collectifs de mineurs. Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, Madame Droller, c'est... Vous parliez tout à l'heure de contrat de CEE, contrat d'engagement éducatif. Il en est question maintenant. Oui, voilà, au fil de l'eau, après l'avoir installé il y a maintenant plus d'1 an, on ajoute des forfaits qui permettent de rémunérer nos animateurs. Hein. Si on n'a pas les forfaits, on ne peut pas les rémunérer. Donc nous intégrons cette fois-ci des demi-journées de paiement des animateurs, parce que nous allons avoir le cas pendant les vacances de Noël. Le 25 décembre et le 31 décembre sont des jeudis. Et donc, pour éviter d'avoir de toute façon un fort absentéisme constaté le vendredi, nous avons décidé de proposer 2 jours et demi de centre, lundi, mardi, mercredi matin. Et donc, pour pouvoir en effet rémunérer ce mercredi, cette demi-journée, nous intégrons un forfait demi-journée pour les animateurs non diplômés, stagiaires et BAFA, et pour le directeur adjoint et pour le directeur diplômé BAFD. Nous ajoutons aussi une réunion préparatoire de 2 heures qui se fait souvent en fait en amont au niveau des équipes, en soir de semaine ou un samedi. C'est à différencier des réunions de 3 heures qui se font le samedi matin et qui préparent les centres le samedi, qui précède une ouverture de centre un lundi. Donc voilà, c'est un prorata qui a été fait, arrondi à l'euro supérieur et donc à 17 euros. Les demi-journées sont tout simplement les forfaits journées que nous avons actuellement divisés par 2. Voilà. Si, Madame Droller, y a-t-il des questions, des remarques, des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais laisser la parole à Monsieur Six qui va nous parler de production d'électricité liée à nos panneaux photovoltaïques sur la rénovation de l'hôtel de ville. Oui, alors la mairie rénovée est désormais équipée de panneaux photovoltaïques permettant de produire de l'électricité en autoconsommation collective. L'énergie non utilisée par la mairie est redistribuée aux autres bâtiments communaux alentours. Pour une opération d'autoconsommation collective avec Enedis, la commune doit désigner un responsable d'équilibre. Celui-ci veille à l'équilibre entre la production et consommation électrique. Essentiel car l'électricité ne se stocke pas facilement. RTE, gestionnaire du réseau, supervise cet équilibre en temps réel. Le responsable signe un accord avec RTE pour compenser financièrement les écarts constatés entre l'injection et la consommation. Il assure ainsi la stabilité du réseau électrique local. La société BCM Énergie, reconnue par le ministère de l'Écologie et de l'Énergie, est habilitée à remplir ce rôle. Elle propose un contrat définissant les modalités d'achat, de facturation et de gestion de l'électricité produite. De plus, BCM Énergie propose de reverser le produit de la revente du surplus d'électricité, environ 99 kWh par an, à l'association Stop à l'exclusion énergétique, qui lutte contre la précarité énergétique. Ce don serait effectué chaque année au mois de novembre. Le conseil municipal est donc invité à autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat avec BCM Énergie et d'accorder le don à l'association Stop à l'exclusion énergétique du montant de la revente du surplus de la engendré. Je m'aperçois que je n'ai pas mis dans mon résumé le prix. Et c'est le prix, donc j'anticipe un peu les questions, est de 15 € par an. Voilà. Par mégawattheure. Du mégawattheure. Merci, Monsieur Six. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient?
Ah, Monsieur Deberg. Donc, simplement vous dire que la réunion de commission elle avait été très productive et intéressante. Comme toutes les réunions de commission. Merci. J'en prends Monsieur bonne note. Deberg. Merci. Alors, la délibération suivante, je vais la porter. Donc, elle concerne... alors, attendez, où est-ce que j'en suis? Monsieur Six, j'étais resté, je vous avais mis 3 diapos et je n'avais pas passé les diapositives. Voilà, donc elle concerne... je suis bien en avance, effectivement. Ouais. Voilà, concerne une sollicitation de fonds de concours transition énergétique bas carbone du patrimoine communal au niveau de la métropole européenne de Lille sur nos rénovations d'éclairage public. Donc l'objectif, naturellement, reste toujours d'améliorer notre niveau de performance énergétique. Nous avons déjà réalisé 4 phases de transition en passant d'un éclairage halogène à un éclairage LED. Nous allons entrer en phase 5 dès prochainement. Nous changerons 202 points lumineux pour 205 574,24 € précisément et hors taxe. Ainsi, nous sollicitons un fonds de concours pour lequel nous sommes éligibles à une hauteur prise en charge par la métropole européenne de Lille de 40%. Et je vous demande l'autorisation de pouvoir solliciter ce fonds de concours auprès de la métropole européenne de Lille. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, j'en viens à cette délibération concernant des enfouissements de réseau. Mais avant de parler d'enfouissement de réseau, je vais naturellement et en toute transparence parler de pourquoi nous souhaitons enfouir les réseaux et passer 2 conventions. La première avec la métropole européenne de Lille, donc c'est ce qui va faire l'objet de cette présente délibération, et ensuite avec Orange, ce qui fera l'objet de la délibération suivante. La première délibération donc, concerne une convention que nous signerions avec la métropole européenne de Lille pour permettre l'enfouissement des réseaux électriques sur le linéaire de la rue des Écoles, s'étalant de la rue du Général Leclerc, l'entrée de la rue du Général Leclerc, donc qui se trouve juste à côté de là où nous faisons le conseil municipal, à savoir à côté de la salle des fêtes, et ce jusqu'à la sortie sur la rue Aubert au niveau de notre EHPAD. Donc ces travaux vont s'étaler sur 6 mois, du 8 juillet jusqu'au 29 août. La première phase concernera l'enfouissement des réseaux et la seconde phase concernera la reprise des enrobés et la mise à niveau du projet de voirie par la métropole européenne de Lille. Que ce soit l'enfouissement de réseau comme la reprise des enrobés, tout sera fait sous la maîtrise d'ouvrage de la métropole européenne de Lille. Les travaux se feront donc en 2 phases et chaque phase sera coupée en 3 portions. Les 3 premières portions donc, concernant l'enfouissement des réseaux s'étaleront du 8 juillet au 29 août, donc pendant les vacances scolaires. Et la deuxième phase s'établira elle aussi en 3 portions. La première portion se fera de début septembre à fin septembre, la deuxième portion de début octobre à fin novembre et la troisième portion de début décembre à fin décembre. La première portion est celle qui va de l'entrée de la rue du Général Leclerc jusque le restaurant scolaire. La deuxième portion s'étalera du restaurant scolaire jusque l'école Louis-le-Roi. Et la troisième portion s'étalera de l'école Louis-le-Roi jusqu'à l'EHPAD. Quelques difficultés de circulation seront à prévoir. Des plans de circulation seront naturellement communiqués par notre service communication et plans de circulation qui dépendront des travaux qui seront réalisés sur la chaussée. J'en viens maintenant à la convention proprement dite et aux travaux. Les travaux donc sont pour nous une opportunité d'effacer les réseaux par leur enfouissement. Il nous faut pour cela conventionner pour que la maîtrise d'ouvrage soit organisée et que nous puissions financer ces travaux d'effacement de réseau. 2 enjeux à ces travaux. Le premier, améliorer durablement la qualité du cadre de vie de cette rue des Écoles, et également en valorisant le patrimoine bâti des riverains de la rue des Écoles. Et puis, deuxième enjeu, sécuriser les déplacements et garantir l'accessibilité de tous et toutes au sein de l'espace public, notamment des parents qui conduisent leurs enfants le matin
soit vers l'école Jules Ferry, soit vers l'école Louis-le-Roi, ou encore même de nos animateurs périscolaires qui conduisent les enfants de Louis-le-Roi vers la cantine qui se trouve à côté de l'école Jules Ferry. 2 types de réseaux sont concernés par cette convention avec la métropole européenne de Lille. Le premier, le réseau de distribution d'électricité qui sera concédé à Enedis, et le deuxième réseau, ce sont les réseaux communaux d'éclairage public. Pourquoi je parle de ces deux réseaux? Parce que l'AMEL est compétente depuis la loi MAPAM. Pardon. Donc l'AMEL est compétente pour la concession de distribution publique d'électricité. Ça, c'est d'une part. Et deuxième, elle a la compétence d'établissement, d'exploration et d'acquisition et aussi de mise à disposition des infrastructures de réseaux de télécommunications. Donc ça fera l'objet... ça ne fera pas l'objet puisque c'est l'objet de la présente convention. Et donc, elle est propriétaire, en gros, pour résumer, propriétaire des réseaux qui sont enfouis sous la chaussée. La commune, elle, en revanche, est propriétaire des réseaux d'éclairage public et elle en assume la gestion de par sa compétence. D'où l'intérêt d'établir une convention entre la ville de Vambrochy et la métropole européenne de Lille, qui nous permettra donc de mutualiser les coûts des travaux, de coordonner l'agencement des travaux et l'effacement des réseaux, et puis l'agencement ensuite des travaux de voirie, et puis surtout de limiter la gêne pour les riverains. L'enfouissement des réseaux numériques, eux, donc, vont concerner d'une part l'infrastructure des fourreaux, à savoir les chambres qui seront réalisées pour y mettre les fourreaux, et ceux-ci seront financés par l'AMEL. En revanche, l'enfouissement des réseaux numériques qui seront réalisés par les opérateurs de télécommunications feront l'objet aussi d'un conventionnement, d'une part avec la ville, et ensuite l'AMEL refera une convention avec Orange. Nous avons donc pour intérêt à conduire plusieurs partenariats. Donc, quand je dis plusieurs partenariats, c'est en tout cas un partenariat privilégié avec la métropole européenne de Lille, qui assurera la maîtrise d'ouvrage pour les travaux. Et par contre, le partenariat de financement nous permettra à la fois de payer certains travaux cofinancés avec la métropole européenne de Lille. Ces travaux seront réalisés sous 2 rubriques. La première rubrique concerne l'effacement des réseaux communaux de vidéoprotection et d'éclairage public. Je rappelle, ces 2 réseaux appartiennent à la ville, à la commune de Vambrochy. Et donc, c'est ainsi que nous prendrons en charge ces travaux, ainsi que la fourniture et la pose des nouveaux mobiliers. Et quand je parle de mobilier, je parle naturellement de candélabres. La rubrique 2, elle concerne l'effacement des réseaux de distribution publique d'électricité. Et là, il ne sera à la charge de la ville de Vambrochy que 50% de ces travaux, ce qui correspond, quand on analyse les prix, à un coût total de 124 293 € qui sera à la charge de la commune. Pour les réseaux d'électricité qui alimenteront les foyers vambrocitains, donc la commune aura à la charge 51 586 €. L'AMEL subventionnera sur ces 51 586 €, 22 578 €, soit une belle part. Et puis Enedis, lui, financera le reste à hauteur de 49 641 €. Concernant l'éclairage public, la ville étant propriétaire de ces réseaux, l'enfouissement et la connexion des candélabres, l'enfouissement des réseaux et la connexion des candélabres coûtera donc 72 707 € à la commune. Y a-t-il des questions sur cette délibération, qui est un peu technique, mais qui va nous permettre finalement d'avoir un cadre de vie qui sera bien amélioré sur la rue des écoles? Je peux peut-être en dire davantage. C'est vrai que j'ai présenté le façage des travaux, mais peut-être je pourrais vous présenter aussi l'aspect de la voirie telle qu'elle sera lorsque les travaux seront terminés. Donc nous aurons une voirie allant de la rue du Général Leclerc jusqu'à l'école Jules Ferry, qui sera quasi identique, mais avec un revêtement neuf. Nous aurons ensuite de la rue
Enfin, quand je dis rue Jules Ferry, c'est un petit peu avant. C'est au niveau de la restauration scolaire. Nous aurons sur le linéaire de la restauration scolaire allant de la cantine jusqu'à l'école Louis-le-Roi, un linéaire qui sera constitué d'un trottoir qui sera bien élargi, puisqu'aujourd'hui il est à 1,80 m, il va passer à 3,40 m, ce qui permettra une circulation aisée des cyclistes, des piétons, des poussettes, des fauteuils roulants. Ce trottoir sera séparé de la voirie par certaines franges végétales. Donc là, on rentre bien dans la charte des espaces publics métropolitains, où l'objectif, ça sera de rendre les eaux de pluie au maximum à la terre. De l'autre côté, si vous visualisez, vous avez des places de stationnement. Ces places de stationnement seront reculées d'1,40 m, puisqu'aujourd'hui, vous avez un trottoir qui est très peu emprunté, parce que ce trottoir est... il est collé aux voitures, au nez des voitures qui se stationnent. Et puis 2, c'est un parc de l'autre côté, donc quand il pleut, c'est un peu boueux. Donc ce trottoir est peu emprunté par rapport au trottoir d'en face. C'est pour ça qu'on aura un trottoir de 3,40 m et plus de trottoir de l'autre côté. Concernant la rue de l'école Louis-le-Roi jusqu'à la rue Aubert, il n'y aura pas de changement notable, si ce n'est une remise en ordre des places de stationnement pour faciliter le stationnement des riverains ou des visiteurs au niveau de l'EHPAD. Dernier point pour améliorer le cadre de vie, nous allons sortir les poubelles de l'espace public et créer 3 points d'apport volontaires. Les points d'apport, enfin quand je dis 3 points d'apport déchets, un point d'apport vert, un point d'apport tout flux. Quand je dis tout flux, c'est les poubelles ménagères, et puis un point d'apport carton, papier et recyclable. Je pense avoir été assez complet avec la présentation des travaux de la rue des Écoles. Monsieur Gautran, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais ajouter ou j'ai été complet? Merci. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette Madame Germain? Merci, monsieur le maire. Le point d'apport volontaire, il sera basé où? Il sera face à l'école Louis-le-Roi. Enfin, quand je dis face, sur le trottoir opposé. C'est-à-dire qu'il ne gênera pas le passage des piétons, puisqu'il ne sera pas sur le trottoir où il y a les piétons qui passent. C'est 3 points d'apport volontaire qui seront enterrés. Ok. Comme à l'Agrippa, en fait. Exactement. Et deuxième question, vous comptez renouveler la rue aux Écoliers? Alors, c'est une excellente question, merci de la poser. C'est vrai que j'aurais pu aborder ce point. Donc, nous allons faire un tronçon scolaire. Alors, quand je parle d'un tronçon scolaire, ce n'est pas une rue scolaire telle que vous pouvez la connaître dans certaines villes. Le tronçon scolaire, en fait, c'est favoriser un chemin piéton qui va soit de l'école Louis-le-Roi en passant par le trottoir, ou soit de l'école Jules Ferry. Et nous pourrons, enfin, les enfants ou les familles pourront traverser directement. Et donc, il y aura 2 barrières qui seront apposées sur le passage piéton, et les automobilistes, pour aller stationner sur le parking, finalement, devront entrer dans le parking et puis ressortir. En fait, on va supprimer aux heures d'école la possibilité d'aller tout droit de la rue du Général Leclerc vers l'école Louis-le-Roi. Donc, en fait, voilà, il y aura un T qui sera fait plutôt qu'un I. Je ne sais pas si vous voyez l'image. En fait, il y aura 2 barrières qui vont permettre aux piétons de venir du centre-ville et conduire paisiblement leurs enfants à l'école, ou alors repartir vers le centre-ville. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Merci. La délibération suivante est une délibération du même ordre, mais qui va nous permettre de conventionner non plus avec la métropole européenne de Lille, mais avec Orange, pour permettre l'enfouissement des réseaux non plus électriques, mais de télécommunications. Donc la même chose, hein, les enjeux sont les mêmes. Améliorer la qualité du cadre de vie, sécuriser les déplacements et garantir l'accessibilité de tous et de toutes au sein des espaces publics. Je vous rappelle que les réseaux de télécommunications se trouvent aujourd'hui sur le trottoir qui va être élargi. Le réseau électrique se trouvant, lui, de l'autre côté. Et puis surtout, d'anticiper le passage du cuivre à la fibre, puisque d'ici quelques années, il n'y aura plus de cuivre qui délivrera les habitations pour mettre Internet. Donc tout devra être à la fibre. Et donc le réseau qui est concerné reste bien le réseau de télécommunications et uniquement le réseau de télécommunications. Donc il y aura une coordination entre la métropole européenne de Lille
qui sera propriétaire de ces fourreaux et d'Orange qui sera propriétaire de ces fourreaux. Donc en fait, on va devoir faire une tranchée qui sera plus large. Si on avait dû faire que une tranchée pour l'éclairage public, c'était une tranchée d'environ 30 cm. Là, il y aura 2 fourreaux, ça sera à peu près entre 50 et 60 cm. La maîtrise d'ouvrage sera déléguée, comme pour l'électricité, déléguée à la métropole européenne de Lille. Le financement, lui, en revanche, sera communal. 72 400 € seront à la charge de la commune, 66 000 € pour l'enfouissement des réseaux et 6 400 € pour les raccordements individuels. Y a-t-il des questions concernant ce conventionnement ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Madame Galland, à qui je souhaite un prompt rétablissement, devait présenter la délibération suivante. Je vais la présenter en son nom. Donc, l'objectif de cette délibération, c'est de se positionner sur la mise à disposition d'une salle de réunion en période électorale. Vous savez que la Fondation Ledoux accueillait des réunions, pouvait accueillir en tout cas des réunions publiques. Elle était désignée comme telle sur une délibération précédente. La salle Ledoux n'existant plus, je vous propose de désigner la salle située au rez-de-chaussée de la résidence Le Rubens, salle qui accueille actuellement la ludothèque qui va déménager mi-août vers le Château Rouge, et la salle des fêtes hors week-end pour les réunions publiques de plus grande envergure. Ces réunions seront donc faites après une demande qui sera formulée par écrit au moins 15 jours avant la date de réunion, demande qui devra m'être adressée, accompagnée d'un chèque de caution et d'une convention, et de signature d'une convention d'utilisation, notamment pour la salle des fêtes. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Monsieur Muté. Déjà, bonjour. Je vous prie de m'excuser pour mon retard et mon absence à la commission. Petit souci de transport, effectivement, ça devient compliqué de rentrer sur la mail le soir. J'avais quelques questions de précision. Effectivement, la loi oblige, préconise en tout cas aux collectivités de préciser les conditions de mise à disposition des salles en vue des élections. Juste quelques questions de précision. Vous dites hors week-end pour la salle des fêtes, vendredi compris ? Ou c'est juste le samedi ? C'est une bonne question. Vendredi, il y a souvent des manifestations dans la salle des fêtes. Voilà, c'est pour ça que je demande. Vendredi, samedi, dimanche, le week-end. On va préciser, voilà, monsieur Muté. Il faudrait peut-être préciser, effectivement. Vous avez raison. La question aussi également de la période de la campagne électorale. Est-ce que vous comptez à partir du 1er septembre ? Non. C'est 15 jours. C'est les 15 jours précédents le scrutin. D'accord. La période officielle électorale. Et donc ça répond de facto à la question suivante qui était qui peut les solliciter. Donc ce sont les des candidats. listes établies. Ouais. Voilà. Merci. Je vous en prie. Madame de France. Sur la salle Rubens, c'est sans limite De personnes, de nombre de Non. personnes ? Vous dites la salle des fêtes. Ah, de nombre de réservations ? Le nombre de réservations. Alors, oui, si vous souhaitez faire 25 réunions publiques, mais il n'y a que 15 jours, il n'y a que 13 jours, 12 jours. Oui, c'est sans limite. C'est le prix. En fonction de ses disponibilités, parce que la salle Rubens va être occupée aussi par... voilà, mais le tout, c'est de réserver 15 jours avant, de manière à ce qu'on puisse se retourner sur les demandes. Y a-t-il d'autres... Madame Germain. C'est pas lié à la campagne électorale, c'est de la curiosité, parce que je ne sais plus. La PMI, elle est où actuellement ? Elle est encore au Rubens. Et elle part où ? Et elle partira au Rubens. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez des petits bureaux sur le Rubens, sur le côté. Oui. Et après, vous avez une grande salle là où il y a ludothèque. Donc là, il n'y aura pas de changement par rapport à ça pour le moment. Donc la PMI reste dans Oui. l'ancienne ludothèque. Oui. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La délibération suivante consiste à donner le nom de Daniel Jansens à une partie donc, de la ville. Vous m'aviez demandé
de la mettre sur l'ensemble du parc. J'ai répondu en commission à M. Deberg sur sa question. L'objectif reste néanmoins d'entretenir le devoir de mémoire des travaux de notre ancien maire, Daniel Janssens. Nous avons sollicité l'avis de la commission. Nous avons également sollicité ensuite l'avis de la famille de M. Janssens, qui a donné son accord pour que soit dénommée l'entrée principale du parc du château de Robert-Sarre Esplanade Daniel Janssens, ceci comprenant l'allée centrale donc amenant de la rue Aubert jusqu'au kiosque, le tour du kiosque, la roseraie et le kiosque. Y a-t-il des questions, Monsieur Deberg? Oui, effectivement, c'était une demande de longue date. Notre groupe, effectivement, à l'époque, aurait aimé le parc Daniel Janssens. Bon, après les échanges en commission et votre proposition, je dirais, du mot esplanade a paru assez sympathique. Et de plus, si j'ai bien compris, validé par la famille Janssens, que Séverine a eu en contact. Et de tout, ça sera vraiment de bien délimiter ça en sa mémoire. Je pense que c'est important pour tout ce qu'il a fait, même s'il n'a pas fait que ça. Je crois que c'était important quand même de passer à l'action dans cette dénomination. Voilà. Mais c'était aussi important pour vous que pour nous, Monsieur Deberg. Merci. Madame de France. Je suppose que vous avez prévu une date d'inauguration. Alors, date d'inauguration, attention, parce que là, on va rentrer en période de réserve à partir du 1er septembre. On ne pourra pas le faire parce que c'est régalien. On va déjà on va faire une plaque si tout le monde vote pour. On fera des plaques, les plaques qui vont bien, qui seront posées. On peut faire fin août peut-être, non? Eh ben, écoutez, vous savez que c'est les vacances fin août. Oh, enfin la dernière semaine tout le monde est là. Ah bah comme la première semaine de juillet même de France. Ceci dit. Essayons, non? Oui, si vous voulez. Mais en s'assurant de la présence de Madame Janssens. Mais c'est marrant qu'il y ait un double discours sur certaines réunions qui se tiennent en début juillet parce que c'est les vacances, et puis la possibilité d'en faire fin août, mais c'est aussi les vacances. Mais c'est pas grave. Si vous voulez, on fera fin août, ça me semble être plutôt pas mal. Merci beaucoup. Très bien, je vous en prie. Naturellement, Monsieur Sass, merci. Y a-t-il des personnes opposées à cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Madame Vanout, je vais vous laisser la parole, non pas pour une délibération, mais pour un rapport, le rapport d'activité 2024 du SIGAL. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le SIGAL, syndicat intercommunal de la gestion de l'aérodrome de loisirs, est composé de 4 communes, Bondu, Marquette, Marc-en-Barœul et Vambrochy. En termes de dispositions financières et fiscales, les 4 communes ont choisi de fiscaliser leurs contributions communales. Celle-ci s'élève pour notre commune à 39 682,23 € sur un total de contributions communales de 228 980 €, ce qui est identique depuis 2021. Les compétences du SIGAL sont l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome, la réalisation d'une zone de détente et de loisirs dans l'emprise de l'aérodrome de l'île Marc. Au titre des compétences aménagement et exploitation de l'aérodrome, le SIGAL a procédé en 2024 à la mise à jour des listes des véhicules autorisés à circuler en zone réservée et des aéronefs basés sur le SIGAL, l'entretien des équipements aéronautiques et des espaces, des inspections annuelles, extincteurs et aires de jeu, une consultation pour l'attribution de conventions d'occupation du domaine public. En termes d'aménagement de l'aérodrome, l'année 2024 a vu, au niveau du terrain BMX, le remplacement des projecteurs et la pose d'une grille sur le chemin d'accès au terrain, la création d'une noue en zone réservée, les travaux de remplacement des lisses en bois le long du chemin des perdrix. À propos des portes des Belles Terres, plusieurs réunions de travail entre le SIGAL et le comité pilotage organisé par la MEL ont abouti à la présentation des premières esquisses le 14 janvier 2024. L'implantation de terrains de biche-volée a conduit à la signature d'une convention d'occupation du domaine public entre le SIGAL et l'association. À la demande de l'association FRM,
un travail sur la possibilité de fournir de l'électricité au club a été mis en œuvre. Aussi, au vu du montant des travaux, il n'y a pas eu de suite donnée. Afin de garantir la sécurité des usagers de l'aérodrome, le SIGAL a lancé un appel d'offres pour les travaux généraux de voirie. L'offre de la société GDTP a été retenue. La décision de reconstruction d'un nouveau bureau de piste a été arrêtée. Des études sont en cours. Au titre de sa compétence, zone de détente et de loisirs, plusieurs manifestations se sont tenues en 2024. Un rassemblement de vieilles voitures, des spectacles des cirques Prin et Zavata, respectivement en février et novembre-décembre, la chasse aux œufs en mars, la 3e édition du Parcours du Cœur en juin 2024, en juin 2024 également la reconstitution historique d'un campement militaire de la Seconde Guerre mondiale. En septembre, l'aérodrome a accueilli le rassemblement Fournier avec 30 monoplaneurs. Dans le cadre d'Octobre Rose, une marche suivie par des animations, école de parachutisme, aéromodélise et la participation d'associations, Effet Sourire, Tout en vol et Lions Club. En décembre, l'arrivée en avion du Père Noël, suivie d'une distribution de chocolat. Enfin, le SIGAL a signé des conventions d'occupation du domaine public avec l'association Nord BMX Club et avec des agriculteurs pour de la culture basse et du fauchage. D'un point de vue financier, les comptes du SIGAL sont excédentaires, tant en fonctionnement qu'en investissement, soit 82 930,14 € en fonctionnement et 133 836,64 € en investissement, avec des dépenses de fonctionnement qui s'établissent à 372 092,25 € pour des recettes de fonctionnement de 455 022,39 €. Le budget d'investissement en termes de dépenses se monte à 187 324,82 € pour des recettes d'investissement qui s'élèvent à 321 161,46 €. En conséquence, le résultat de clôture de l'exercice 2024 s'élève à 216 766,78 € d'excédent. Tous ces comptes sont publics et consultables. Voilà la présentation du rapport d'activité du SIGAL pour 2024. Merci Madame Vanout. Y a-t-il des questions, des remarques sur le SIGAL? Donc il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de vote, en tout cas c'était juste une présentation. Bien le temps maintenant des questions, nous en avons eu 2. Madame de France, c'est vous qui nous avez envoyé, je ne sais pas qui prend la parole. Je prends la parole sur la première question. C'est avec comme beaucoup de Vambrocitains, c'est avec stupéfaction que nous avons appris que la sortie prévue pour les ados à Walibi s'était terminée en véritable fiasco, les obligeant à revenir à Vambrochy sans avoir pu rentrer au parc de loisirs. Il vous appartiendra, Monsieur le maire, de déterminer les responsabilités de cette aventure et d'en tirer les conclusions. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir quelles mesures ont été prises, tout d'abord pour accueillir ces jeunes, partis pour la journée et rentrés beaucoup plus tôt que prévu, quelle compensation est prévue pour leur désagrément, et enfin d'autres sorties que nous espérons réussies, celles-ci, sont-elles prévues avec tous les enfants concernés? Merci de votre réponse. Mais je vous en prie, je vais laisser la parole à Madame Drollers. Tout à fait, Madame de France. Merci pour cette question. Comme vous dites, comme beaucoup de Vambrocitains, oui, surtout grâce aux réseaux sociaux, ceux-là qui ne sont pas toujours dans la vérité ou qui alimentent les polémiques. Je constate ce soir aussi que vous portez ce sujet avec des mots quand même assez forts, stupéfaction, fiasco. En tout cas, j'ai pu croiser chacun d'entre vous, sauf peut-être Madame Germain, à des fêtes d'école récemment, et depuis cet incident, j'aurais pu vous apporter les éléments, mais vous préférez porter ce sujet en conseil municipal. Je le regrette. Bien entendu, les Vambrocitains Alors, sont Madame, en droit d'avoir des Madame de réponses. France, Si Madame vous Drollers me est en train de permettez, je vais répondre. pouvoir poser ma question. Voilà. En tout cas, je le regrette. Les Vambrocitains apprécieront. Vous m'interrogez donc sur la sortie de 24 adolescents au parc Walibi du 14 juin. Et je vais vous répondre dans la plus grande transparence, comme nous avons déjà pu aussi communiquer envers les familles concernées. Donc, la sortie du 14 juin, en effet, les jeunes n'ont pas pu entrer dans le parc en raison d'une erreur administrative interne.
Le bon avait été signé le 4 juin pour une sortie le 14, mais il n'a pas été transmis à Walibi et donc les tickets n'ont pas pu être émis en amont. Les jeunes n'ont pas pu rentrer. Il s'agit d'une erreur et l'erreur est humaine. Et il s'agit aussi d'un incident isolé. La procédure mise en place depuis plusieurs années a toujours été fiable. C'est la première fois qu'un tel dysfonctionnement survient. Les jeunes partent régulièrement en sortie et nous n'avons pas encore eu ce cas. En tout cas, des mesures correctives ont d'ores et déjà été prises afin de renforcer les circuits de validation, pour avoir aussi des doubles contrôles, et aussi de transmission pour éviter toute nouvelle erreur de ce type. S'agissant du fait qu'il soit rentré beaucoup plus tôt que prévu, naturellement, nous avons laissé aucun enfant sur le trottoir, si c'était votre préoccupation. Lorsque la décision a été prise, nous avons de toute façon convenu que tous les jeunes seraient accueillis au Château Rouge jusqu'à l'heure du retour initialement prévu, si nécessaire. Dans tous les cas, dans le bus du retour, chacun des jeunes qui avait un téléphone a pu contacter ses parents et lui demander s'il était possible de venir le chercher. Seul pour un jeune, ses parents n'étaient pas disponibles. Cependant, avec l'accord de son papa, ce jeune ayant ses clés, il a été reconduit à son domicile par notre animateur. Par la suite, dès le 16 juin, un courrier a été dressé à toutes les familles pour expliquer la situation avec précision et l'assumer, et avec toute transparence, présenter naturellement nos excuses au nom de la ville de Vambrochy. Nous avons aussi pu recevoir des parents avec Monsieur le maire en mairie qui en avaient fait la demande pour échanger directement sur cet incident et entendre aussi leurs questions et préoccupations. En tout cas, la sortie a été immédiatement reprogrammée pour, en effet, ces jeunes qui ont été, bien sûr, je l'admets, frustrés. Donc cette sortie est reprogrammée à ce samedi 5 juillet. Les 24 jeunes initialement inscrits ont été prioritaires pour pouvoir s'inscrire. 21 ont pu confirmer leur présence et nous avons complété le groupe avec d'autres inscriptions. Et bien entendu, s'il était nécessaire de le mentionner, aucun frais sur cette sortie malheureuse n'a été facturé aux parents. Pour le reste, en tout cas, la programmation estivale du pôle jeunesse se poursuit normalement avec des activités et des sorties prévues tout au long de l'été, dans la continuité de l'engagement de la ville à proposer des loisirs accessibles à tous. Merci Mme Droller. C'est vrai que souvent on entend ce qui ne va pas, mais rarement ce qui va bien, et beaucoup de choses vont bien et très peu vont mal. Et ça c'est vrai, mais bon, c'est comme ça, on préfère dire ce qui ne va pas, voir le... C'est comme ça, ainsi va la vie politique. Madame de France, vous pouvez poser votre deuxième question qui est ici, à l'écran. Monsieur le maire, un post Facebook à 21h ce jeudi 26 juin annonce une réunion publique le 9 juillet à 18h30 pour évoquer le tracé final du tramway. Il est surprenant qu'un événement de cette importance soit annoncé en soirée alors qu'il est possible de programmer l'heure de diffusion d'un post et qu'il ait lieu durant les vacances d'été alors que les juilletistes sont déjà partis. Est-ce une stratégie d'évitement ? Le fin août, par rapport à votre question tout à l'heure, je sors un petit peu de la question, mais le 30 et 31 août, par rapport à l'esplanade Daniel Jansin, je suppose qu'avec une rentrée du 1er septembre, les parents sont rentrés. Mais bon, peut-être. Oui, un commentaire à ce poste, demander une diffusion vidéo de la rencontre. L'envisagez-vous ? Ne faudrait-il pas prévoir celle-ci à la salle des fêtes plutôt qu'à l'hôtel de ville pour permettre au plus grand nombre d'y participer ? L'échéance de cette réunion est dans 9 jours. Vous connaissez le tracé, monsieur le maire. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dernier ? Il est dommageable que même en tant que conseillers municipaux, nous n'ayons pour notre part aucune information sur ce sujet. Pouvez-vous nous dévoiler si le terminus sera à Foch-Petit-Paradis ou si le parcours sera prolongé vers un terminus que nous découvrirons tous le 9 juillet ? Merci, monsieur le maire, pour votre transparence envers l'ensemble des élus et des habitants de la commune de Vambrochy. Merci, madame Germain. Déjà, la date du 9 juillet a été fixée, pas par la ville, elle a été fixée en lien avec la métropole européenne de Lille. C'est elle, je vous le rappelle, qui est maître d'ouvrage sur ce projet. Et la métropole européenne de Lille a également des agendas qui sont contraints. Stratégie d'évitement, non. J'ai aucune stratégie d'évitement. Vous savez, quand il faut aller au front, j'y vais. Ça s'appelle le courage, en fait. Courage politique. Et si demain, je dois justifier des choix, je le ferai.
et j'assumerai. Et ces choix, en tout cas, qui seront faits, ne sont pas faits par moi, pour moi. Ils sont faits au regard d'analyses, d'études qui sont conduites depuis maintenant près de 2 ans, complétées par des consultations publiques. Donc là, aujourd'hui, la stratégie d'évitement, non, je ne peux pas entendre ça. Quant à l'horaire de diffusion de posts Facebook, ce n'est pas non plus une stratégie d'évitement. Au contraire, je pense que ça a été fait, enfin je ne pense pas, j'en suis même sûr, que cette publication a été mise en ligne pour qu'aucune autre vienne parasiter cette publication. Et sachez que cette publication Facebook est venue compléter une autre publication métropolitaine qui a été largement relayée bien avant la diffusion à 20, je ne sais plus à quelle heure vous dites, à 21h, je ne savais même pas que c'était 21h, mais enfin bref. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas de stratégie d'évitement, mais l'objectif de faire des publications à certaines tranches horaires, c'est justement de permettre de toucher le plus grand nombre de personnes. Si la salle de réunion, c'est drôle que ce ne soit pas Madame de France qui pose la question quand même. Pourquoi on ne fait pas à la salle des fêtes? Madame de France, il y a quoi à la salle des fêtes le 9 juillet? Vous ne savez pas? Il y a Seine-en-Or, Madame de France, qui a réservé la salle des fêtes du 3 au 13 juillet. Alors moi, je veux bien le faire à la salle des fêtes. Par contre, vous direz à votre époux que il n'y a pas la salle des fêtes ce jour-là. Je suis désolé. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Mais non, mais il n'y a pas de s'il vous plaît. Je veux dire, vous me posez une question. D'une part, vous le savez, je ne suis plus mariée, monsieur. Mais peu importe, mais en tout cas, qui est président de son association et qui gère ses concerts en accord avec la ville. Alors, expliquez-moi, Madame de France, pourquoi vous ne votez pas les délibérations? Non. Pourquoi vous ne votez pas les délibérations quand il suffit d'attribuer une subvention à Seine-en-Or? À chaque fois, vous dites je fais partie du bureau. De l'association. Eh bien alors, donc vous êtes censé connaître les dates, pardon. Mais en plus, vous êtes abonné à la page de la ville. C'est moi qui ai rédigé la question, monsieur le maire. Non, mais c'est Madame de France qui me l'a envoyé, donc elle était bien C'est moi qui ai rédigé la question, monsieur le maire. Sachez que ce n'est pas la salle des fêtes parce qu'il y a un spectacle qui est fait par Monsieur de France ici à la salle des fêtes. Néanmoins, j'ai entendu. Je trouve vraiment votre manière de faire déplacée. Mais pas du tout, Madame de France. Vous me posez une question, je vous réponds. Là, c'est de la corrélation avec des personnes privées qui n'ont rien à voir dans nos débats, Monsieur le maire. Ils étaient sereins. Là, vous mettez en place une attaque vraiment abominable. J'attaque personne. Ah, si, non, là, je n'attaque personne. Madame de France me dit faire partie d'une association. Elle est censée connaître, le programme de l'association. Je veux dire, il suffisait encore une fois... Que vient faire Monsieur de France dans cette affaire? Parce que c'est lui qui réserve la salle. Après, donc la salle est réservée par Seine-en-Or. Après, le fond de la question, il n'est pas là. Le fond de la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur le tracé, monsieur le maire? Parce que je vais terminer sur la réunion et la tenue de la réunion. La réunion se tiendra non pas à l'hôtel de ville, mais elle se tiendra à la salle Wall. Parce que j'ai entendu, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en disant c'est dommage que cette salle ne puisse pas accueillir plus de personnes. On a trouvé une solution. Donc la solution, sachez-le, ça a été de déplacer les accueils collectifs de mineurs. Voilà, donc aujourd'hui, on va effectivement répondre à une politique publique, ce qui est importante, mais derrière tout choix, il y a une conséquence. Donc effectivement, j'ai vu avec les services pour déplacer la réunion à la salle Wall, ce qui sera bien plus confortable pour la réunion. En revanche, les accueils collectifs de mineurs ne seront pas à la salle Wall ce jour-là. Ça, c'est la partie de la réponse pour la réunion. Maintenant, concernant la deuxième partie de vos questions, le tracé, encore une fois, il n'est pas décidé par la ville. Et je l'ai déjà dit, la maîtrise d'ouvrage est métropolitaine. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce qui sera dit dans la réunion du 9. Si vous voulez savoir ce qui sera dit dans la réunion du 9, venez donc à la réunion du 9. Et vous aurez toutes les informations. Aujourd'hui, le conseil municipal n'est pas le lieu pour annoncer telle ou telle nouvelle
concernant le terminus du tramway. Mais nous faisons partie du conseil municipal. Pourquoi nous n'avons pas eu l'info en amont sur le contenu de cette réunion? Parce qu'effectivement, on est aussi concernés, nous, dans ces décisions-là, et on va devoir le voter en septembre. Oui. Donc pourquoi nous, on n'est pas... Ça fait longtemps qu'on vous demande une réunion de manière à avoir des informations sur l'évolution du projet. On entend dire que ça va s'arrêter à Marquette au niveau de la station de maintenance de Marquette. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que le tram arrive chez nous? Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Et c'est normal que nous, en tant que Vambrocitains et en tant que conseillers municipaux, on se pose les questions juste sur ce tracé. Alors, les questions, encore une fois, ce n'est pas à moi d'y répondre, c'est bien la métropole européenne de Lille. Vous parlez du site de remisage et de maintenance. Je vous rappelle que tout le monde l'a voté en conseil municipal lorsque nous avons évoqué le PLU. J'ai eu aucune question sur ce sujet. Donc je ne vois pas en quoi je vais vous donner d'autres informations, en sachant encore une fois que c'est à la MEL, Métropole européenne de Lille, d'annoncer, de faire ces annonces, et non au maire que je suis, même si le maire que je suis est concerné au titre de tous les, comme tous les Vambrocitains, sur ce projet. Donc la réponse, toutes les réponses seront apportées le 9. Et ça, M. Spadavecchia m'avait posé une question lors du précédent conseil municipal. J'avais apporté exactement la même réponse. C'est-à-dire, M. Spadavecchia me demandait quand nous allions délibérer. Je lui avais dit au mieux en juillet, au plus tard en septembre. Et la délibération sera précédée d'une réunion publique. J'avais apporté déjà cette réponse. Alors, en fait, vous n'avez pas mais il n'y a pas de dire débat. dans Vous la m'avez décision, posé une a priori. question, j'y ai Alors, répondu. Si je vous écoute bien, non, mais il y a pas monsieur votre Muté. sort, vous ne donnez pas votre avis. Monsieur Muté, les études il n'y a pas de débat. et Vous il n'y a m'avez pas posé une question, j'ai d'avis politique répondu. sur les décisions et les choix. Très bien. Je ne répondrai plus à votre question. J'ai répondu à votre question. Il n'y a plus de questions sur les questions. Et vous découvrirez donc en même temps que nous, Exactement. le 9 juillet, le tracé du tram. Alors moi, je veux simplement faire juste une toute petite aparté, puisque nous avons appris la tenue de cette réunion via les réseaux sociaux, pour dire simplement à Madame Droulers que de temps en temps, les réseaux sociaux, vous savez aussi vous en servir. Uniquement quand en effet ça vient de ville de Vambrochy. Oui, pas Vambrochy, ma ville. Si je peux les me permettre. réseaux sociaux, nous en servons pour informer, pas désinformer. Donc là, dites. Très bien, Madame de France. Voilà, messieurs, dames, terminons sur une note positive. C'est l'été. Cette note positive, c'est ce qui a de plus important. Vous savez que bientôt, il y aura des élections. Il faut que chacun et chacune puisse s'exprimer. Et c'est normal. En tout cas, moi, je tiens à remercier les personnes qui étaient présentes dans le public. Je tiens à remercier les personnes qui nous ont suivis sur la page Facebook de la ville de Vambrochy. Merci, Madame von Kortenbosch. Et merci à toutes vos équipes, dont M. Van Outrive, M. Gautran et M. Boulan font partie. Merci Mme Depeau pour la rédaction des comptes rendus de commission ainsi que la rédaction de ce conseil municipal. Je remercie Mesdames Lemire et Broda qui nous ont traduit ce conseil municipal en langue des signes pour le rendre accessible. Franck, merci beaucoup pour la logistique. Monsieur Delcroix, je vous remercie d'être venu pour faire ce compte rendu presse avec la Voix du Nord. Avant de remercier M. Razemont, je souhaite remercier toutes nos équipes, notamment leur souhaiter bon courage à nos équipes Espace Vert qui aujourd'hui travaillent sous un soleil de plomb, mais ils sont présents dans la rue. Et j'anticipe pour souhaiter, Mme Droulers, bon courage à toutes les équipes qui vont encadrer nos accueils collectifs et vont proposer à nos jeunes de projets sympas. Et j'espère que ces projets pourront être relevés lorsque nous serons au conseil municipal de septembre. Merci Sylvain pour la retransmission de ce conseil sur notre page Ville de Vambrochy. Vous voyez que cette page est bien faite pour informer en toute transparence et de manière accessible. Il me reste à tous et à toutes à vous souhaiter, en lisant les décisions que j'ai pu prendre depuis le dernier conseil municipal, de vous souhaiter à tous et à toutes Monsieur Snowart. Bonsoir à tous. Monsieur Adamkiewicz n'est pas là. Stanikiewicz, pardon. N'étant pas là, il m'a demandé de vous transmettre un petit message que je vais vous lire. Alors, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers délégués, mes chers collègues, il y a 5 ans, jour pour jour, j'avais le plaisir et l'honneur, en tant que doyen, de vous remettre votre première écharpe de premier magistrat de la ville. D'aucuns affirmaient que les clés de la ville allaient être remises à n'importe qui.
Force est de constater aujourd'hui qu'il n'en est rien, et ne pas oublier non plus que Paris ne s'est pas fait en un jour. Puisqu'il est traditionnel de faire un souhait le jour anniversaire, je souhaite que toute l'équipe municipale continue à œuvrer pour que Vambrochy continue à honorer son titre de fleuron de la métropole européenne de Lille. Je vous remercie. Merci Jean et Alain, si tu nous regardes, un grand merci pour ce message qui me touche beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, je peux vous souhaiter maintenant sereinement de bonnes vacances. Ça, c'est vraiment une belle note positive. Merci, au revoir messieurs, dames.